bientôt auteur vous êtes déjà auteur d'un livre qui sort la semaine prochaine. Paris, les moineaux reviendront. C'est aux éditions Au Diable Vauvert. Vous l'avez amené, on en parlera en fin d'émission. On évoquera également votre candidature. Vous êtes à la tête d'une liste citoyenne avec Vicage Dorasso qui vient de recevoir le renfort du REV, le mouvement écologiste d'Aymeric Caron. On reviendra également sur la candidature d'Anne Hidalgo, le ralliement de Pierre-Yves Bournazel à Benjamin Griveaux, le sondage également pour la mairie de Paris qui est sorti ce matin dans le journal du dimanche. Mais avant, l'actualité. L'actualité, c'est cette image, le restaurant La Rotonde, dans lequel Emmanuel Macron avait fêté sa qualification pour le second tour, qui a donc été incendié dans la nuit de vendredi à samedi. Un incendie criminel, une enquête a débuté. Rien ne dit pour l'instant qu'il y ait un lien avec le fait qu'Emmanuel Macron y ait mangé le soir du premier tour de la présidentielle. Mais on y pense, puisqu'il y a eu le Fouquet sur les Champs-Élysées, saccagé le 16 mars dernier, puis tous ces établissements qui ont fait l'objet de dégradation. J'imagine que vous les condamnez, bien sûr, c'est fait. Bien sûr, je suis favorable, moi, à une mobilisation pacifique. Mais c'est révélateur d'un climat social très tendu. Tout à fait. Et puis je pense qu'il y a sans doute aussi une bataille d'opinion extrêmement forte et décisive qui se joue en ce moment, où beaucoup aimeraient dénigrer la mobilisation qui exige le retrait de la réforme des retraites à point, alors que l'opinion publique est toujours majoritairement favorable à la mobilisation et souhaite le retrait de cette réforme. C'est-à-dire qu'on vit un mouvement historique. Vous vous rendez compte, un mouvement de grève qui dure depuis si longtemps et qui touche toutes les professions. Regardez, qui prend des formes aussi très différentes. Vous avez l'intégralité du barreau qui est en grève, les avocats qui jettent leurs robes. Vous voyez aussi ces professionnels de la santé qui jettent leurs blouses blanches, les enseignants qui jettent leurs cartables. Et ces images sont extrêmement fortes. Parce mobilisation que le pays sans précédent, mais pas de masse, hein, rien à voir avec 95. Écoutez, avec un soutien dans l'opinion extrêmement fort. Parce que tout le monde a bien compris que derrière cette casse de la retraite par répartition, c'est tout un modèle de société derrière qui veut s'imposer. Et qu'on va toutes et toutes y perdre, parce que si on calcule les retraites sur l'intégralité de la carrière, au lieu des 6 derniers mois pour les fonctionnaires ou des 25 meilleures années quand on est du privé, eh bien toutes les pensions vont baisser. Donc on va vous pousser à prendre des retraites par capitalisation et c'est la finance qui va être grand gagnante. Donc ça va être une privatisation de nos réformes, de notre système de retraite. L'UNSA-RATP, premier syndicat, la RATP, se retire du mouvement de grève illimitée contre cette réforme des retraites. Le syndicat entend mener des actions autrement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Pour les usagers, en tout cas. Écoutez, je sais bien que pour les usagers, c'est extrêmement dur. On n'arrête pas de marcher, on fait du vélo. Voilà, c'est fatigant. En même temps, on découvre aussi ces autres modes de déplacement qui devraient être les premiers modes de déplacement dans la ville. Et moi, je remarque vraiment qu'il y a un courage des Parisiens et des Parisiennes qui comprennent bien que cette bataille, elle est importante. Et la mobilisation, elle va trouver ses formes. Il y a eu des caisses de grève qui continuent, qui sont très fortes pour soutenir, parce que pour les agents et agentes de la RATP, les cheminots, les cheminotes, les enseignants qui font grève, c'est difficile, vous vous rendez compte, plus d'un mois de salaire en moins, il faut tenir. Mais ils doivent conserver leur régime spécial, les agents RATP ? Alors, vous savez, les agents de la RATP, ils se battent pour tout le monde, parce qu'ils sont victimes d'une privatisation par le biais de la loi LOM. Vous avez toutes les lignes de bus, puis le tramway, puis les lignes de métro qui vont être soumises à une privatisation, c'est-à-dire une mise en concurrence. Et même la RATP va devoir créer ses propres filiales pour postuler à ses propres lignes de bus. Un truc invraisemblable, aberrant. Donc on voit bien que ce n'est pas leur propre retraite qu'ils défendent, mais tout le système, parce qu'ils vont, si cette loi LOM aussi leur régime spécial. Oui, mais beaucoup ne sont même pas concernés, hélas, par le régime spécial si la privatisation se poursuit. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils deviendront professionnellement. Est-ce que c'est plus dur d'être conducteur RATP que conducteur TCL, RTM ou conducteur TBM ? Est-ce que c'est plus dur d'être conducteur RATP que conducteur TCL, RTM ou TBM ? La question, il faut la prendre dans l'autre sens. Est-ce que les droits conquis par la RATP ne devraient-ils pas être justement étendus à toutes celles et ceux qui font le même métier, dans les mêmes conditions, ailleurs en France? Et on voit bien, l'enjeu du gouvernement n'est pas de faire progresser les droits et de faire en sorte d'avoir un projet de société qui est comment est-ce que l'on pense la vie après le travail. Or, c'est ça les jours heureux. En 1945, la France était dans une situation extrêmement catastrophique et on s'est dit il faut penser à un système de solidarité pour mutualiser, pour permettre des jours heureux. Eh bien, faisons en sorte qu'on puisse terminer plus tôt
le travail, pour avoir une vie après le travail, mais en gardant le même niveau de vie. C'est ce que nous défendons à travers la retraite à 60 ans et à taux plein. Un mot très rapide sur cet agent de la société d'Érichebourg, agent de propreté de Paris, qui a été licencié parce qu'il a été pris en photo en train de faire une sieste sur la voie publique. La mairie de Paris se défend de toute responsabilité. Elle dit avoir juste signalé le cas à la société. Elle est responsable selon vous ou pas? Écoutez, dans la lettre de licenciement de Richebourg, il est bien noté qu'il y avait une pression du client. Le client, c'est la ville de Paris. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il fait sa sieste au moment de sa pause parce que de Richebourg ne lui accorde pas des locaux. Et je n'entends pas la ville de Paris exiger la réintégration. Il faut savoir que si Mme Hidalgo a poursuivi la privatisation de plus de la moitié de la collecte sur Paris, c'est aussi pour permettre justement de casser les grèves. Vous savez que quand vous avez recours à une entreprise privée, elle paye des pénalités si le travail n'est pas fait. Donc il y a une pression pour empêcher le droit de grève chez de Richebourg. Et quand les grévistes publics font grève, eh bien Mme Hidalgo a recours à de Richebourg pour casser la grève. Ce qui est scandaleux, je trouve, alors que là, dans ce bras de fer historique qui se joue dans le pays, eh bien, il faudrait au contraire exprimer son soutien. Mais Mme Hidalgo n'a pas eu un mot pour soutenir les grévistes, pas eu un mot pour exprimer sa position contre la réforme des retraites. Alors, on en vient à la politique. Vous et Vicage Dorasso, présentez vos vœux ce soir. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2020 ? Ou qu'est-ce que vous souhaitez pour 2020 ? Moi, je souhaiterais aux Parisiennes et aux Parisiens, et partout ailleurs en France, que chacun puisse reprendre collectivement le contrôle de nos vies, le contrôle de nos villes. Parce qu'on se rend compte finalement que les décisions sont prises sans les habitants et contre les habitants. Et c'est ça la démarche totalement différente que nous menons avec Vicage Dorasso, puisque nous sommes déjà un binôme à la tête de Paris, ce qui est unique, pour des listes citoyennes dans une démarche municipaliste, soutenue certes par la France Insoumise, mais aussi par le mouvement fondé par Émeric Caron, Révolution de l'écologie et du vivant, où on pense que la question centrale de l'écologie, elle n'est pas à déconnecter de la question sociale. C'est les deux faces d'une même pièce. Et là, il y a une urgence absolue. Il faut arrêter de continuer à foncer sur le mur, quoi. On a moins de 9 ans pour tout changer. Et donc, l'écologie ne peut pas être compatible avec les politiques libérales où il faudrait réduire notre vie à une société d'hyperconsommation avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la ville. La candidature de Lamia Essemlali dans le 14e, Lamia Essemlali, oui, dans le 14e. C'est un signe fort. Lamia Essemlali est présidente de Sea Shepherd de France. Elle vient d'ailleurs, avec Sea Shepherd, de faire une action très forte au Trocadéro où ils ont amené un dauphin tué parce qu'on continue à faire une pêche non sélective et il y a une bataille de prise de conscience. Qu'est-ce qu'on mange dans nos assiettes ? Quand vous prenez aujourd'hui du poisson, si vous mangez du poisson ce midi, est-ce que vous êtes préoccupé de savoir s'il était pêché correctement ou quel type de poisson il s'agit ? Aujourd'hui, la pêche non sélective provoque une catastrophe écologique jusqu'à justement ces dauphins qui sont capturés alors qu'ils ne le devraient pas, et puis des poissons qui devraient être préservés qui ne le sont pas, parce qu'aucune sélection est faite. Cette bataille pour le vivant, pour avoir un autre rapport au vivant, est au cœur de la radicalité écologique que nous voulons porter. Une liste qui est menée donc avec vous et Vicage Dorasso, le soutien d'Émeric Caron. Ce soir, il y aura aussi normalement des soutiens assez médiatique. Édouard Louis, qui est plus connu sous le nom peut-être d'Eddie Bellegueule. Est-ce que vous pensez que ça peut se traduire dans les sondages ? Parce qu'il y a un sondage qui sort ce matin, vous êtes à 5%, sondage pour le JDD. Est-ce que vous espérez rattraper un petit peu votre retard grâce à ces personnalités-là ? Oui, et quand on informe, on s'informe. Parce que le problème du sondage, il teste Daniel Simonet, France Insoumise. Or, on présente des listes avec le binôme Daniel Simonet et Vicage Dorasso. Ce n'est pas des listes France Insoumise, mais des listes citoyennes soutenues par le mouvement de la Révolution écologique et du vivant d'Émeric Caron, avec des personnalités où, pour la plus grande part, ils seront issus de parcours très divers. Ce que nous souhaitons faire, c'est vraiment fédérer nombre de combats, fédérer nombre de luttes pour porter justement un programme alternatif sur Paris, avec notamment la question du référendum d'initiative citoyenne au cœur de ce programme, pour que ce soit les Parisiens et les Parisiennes qui puissent décider. Regardez, Mme Hidalgo a décidé des Jeux Olympiques sans, à aucun moment, demander l'avis des Parisiennes et des Parisiens. Monsieur Benjamin Griveaux fait partie de cette majorité gouvernementale qui a imposé une contractualisation qui assèche les finances de la ville comme de toutes les collectivités. Jamais il n'y a eu de débat à ce sujet.
quand même, quand on voit ce sondage, 5%, est-ce que ça ne relance pas l'idée peut-être d'essayer d'aller chercher des alliances? Il y a cette proposition, je ne sais pas s'il y a vraiment cru, mais de David Béliard, de faire un grand rassemblement de Cédric Villani jusqu'à vous. Oui. Qu'est-ce que vous lui répondez à David Béliard? Mais c'est dommage de faire vraiment de la politique à l'ancienne, quoi. Parce que là, c'est vraiment l'accord contre nature. On pense que la fabrique de la ville va se faire comme ça par des espèces d'accords absurdes. Je veux dire, Monsieur Villani est un parlementaire qui est toujours à La République En Marche. Il n'a pas voté pour l'interdiction du glyphosate. Il n'a pas voté contre le CETA. Il s'accommode d'une interdiction du plastique qui, en 2040. C'est pas raisonnable. Nous pensons qu'il y a des mesures bien plus fortes qu'il faut prendre et qui sont urgentes. David Béliard, il fait de l'écologie molle, puisque Aymeric Caron dit que Europe Écologie fait de l'écologie molle. Écoutez, il y a plein de contradictions. Il y a des batailles sur lesquelles on peut se retrouver. Mais de fait, il reste dans une logique d'accompagnement du système. Bon, la main tendue à Villani, déjà en atteste. C'est vraiment le côté accord à l'ancienne. Et puis il y a des problèmes extrêmement forts. Il fait une erreur, selon vous? Oui, c'est une erreur. D'ailleurs, beaucoup de militants d'Europe Écologie Les Verts sont vent debout contre cette proposition-là. Et d'ailleurs, certains aussi nous rejoignent dans la bataille. Parce que, par exemple, sur Paris, ce qu'il faudrait, c'est sortir de la logique du tout béton. C'est-à-dire non seulement partir à la reconquête de 140 hectares de pleine terre, mais aussi être capable de se passer de béton. Nous sommes, par exemple, très engagés contre la centrale à béton Lafarge à Javel, parce que là, on va permettre une centrale à béton de doubler sa production. Or, on peut maintenant avoir recours aux matériaux de l'éco-construction. C'est une question contre la pollution et pour la préservation du climat qui est essentielle. Mais il faut sortir aussi du pari de la pub et il faut, par exemple, la gratuité des transports pour tout Paris. Ça sera dans votre programme, la nous, la question de la gratuité est dans notre programme. On propose également, pour faire de Paris une ville cyclable, que tous les jeunes de 16 ans, par exemple, on puisse leur offrir un vélo. Parce qu'il faut absolument, avec les générations, accélérer le fait de transformer Paris en ville cyclable. Et là c'était un adjoint écologiste qui était à la question des transports. Il y a pas, son bilan, c'est catastrophique. Il n'y a même pas 30% des promesses de pistes cyclables sécurisées qui ont été livrées. Bon, ça ne va pas. Vos propositions, elles ne sont pas encore établies, puisque tout ça doit être voté par une base citoyenne. Alors, on a ce que vous appelez l'Assemblée des communs. Exactement. On a une démarche vraiment particulière. C'est que depuis le début de notre lancement de campagne, depuis l'été dernier, nous avons vraiment à la fois une trentaine de groupes thématiques, mais on a fait beaucoup d'assemblées et d'ateliers citoyens avec des méthodes d'éducation populaire, beaucoup d'auditions d'associations. On a eu une première assemblée en décembre qui a permis de vérifier les points d'accord, de désaccord, de compléter avec tout un tas de propositions. Et là, à nouveau, notre programme qui fait plus d'une trentaine de pages, plus une quarantaine de pages de propositions, va être adopté par notre Assemblée. Et on est très fiers de cette démarche-là, parce que l'enjeu, c'est vraiment permettre l'auto-organisation dans les quartiers. Vous savez, par exemple, dans les quartiers populaires, la question des conditions d'habitat dans le logement social sont catastrophiques. Eh bien, notre rôle, ça doit être d'accompagner les habitants à ne plus se laisser avoir et de pouvoir se défendre. Du logement social, on va en reparler dans quelques instants. D'abord, Anne Hidalgo est candidate officiellement depuis une semaine, une campagne marathon qui débute pour elle, avec ce premier déplacement qui s'est fait donc lundi dernier dans les quartiers nord parisiens, à la porte de la Chapelle, à l'occasion de présenter un projet de verdissement de cette entrée de Paris. Il faut savoir qu'elle veut aménager de nombreuses entrées, de nombreuses portes parisiennes. Et voilà ce qu'elle propose, vous allez le voir en photo, ce qu'elle propose pour la porte de la Chapelle. Du verre et encore du verre. Comment est-ce que vous accueillez ce projet ? Alors d'abord, ce projet, la société qui a réalisé ce beau visuel est la même société qui travaille pour les Jeux Olympiques. Moi, ça me pose une grave question. J'aimerais qu'il y ait une investigation sur cela. C'est quand même un mélange des genres étonnant. Vous voyez ensuite, en gros, Arena, les Jeux Olympiques. Bon. Il faut savoir que dans nos quartiers populaires, notamment sur Porte de la Chapelle, il y a eu un abandon insupportable. Et ça fait depuis longtemps qu'on souhaite enfin que ça change. Pourquoi est-ce que c'est juste en période électorale que tout d'un coup on nous vend des belles images? Pourquoi l'action n'a pas eu lieu avant? Sur la Porte de la Chapelle, les habitants sont abandonnés. Vous avez des habitants en logements sociaux qui se retrouvent, certains confrontés avec des loyers qui ne leur sont pas adaptés, parce qu'on a voulu faire par exemple du logement intermédiaire, mais que la population qui a accès aux revenus
n'a pas pu y aller. Vous avez des personnes qui sont menacées d'expulsion. On s'en occupe de ces cas-là? Non. La situation des exilés, ils n'ont pas cessé de se renvoyer la patate chaude entre la mairie de Paris et le gouvernement. Résultat, vous avez une situation sur Aubervilliers au mépris des droits de l'homme, que ce soit pour les exilés, que ce soit pour les habitants. Il faut enfin qu'on entende et qu'on fasse avec les habitants et pas contre eux, avec des jolis petits visuels la veille d'une campagne électorale. Alors, vous parlez du logement, on va peut-être justement en parler du logement. Anne Hidalgo a fait une première proposition sur le sujet, et cette fois-ci, elle a parlé aux classes moyennes. Elle souhaite des logements abordables grâce à un partenariat entre la mairie et les promoteurs. Elle était l'invitée de notre journal cette semaine, je vous propose de l'écouter. Je veux réduire la part de cette spéculation et embarquer avec moi les promoteurs privés, les investisseurs. Ce que je propose, c'est donc la création d'une société mixte immobilière pour du logement abordable. La ville mettra 1 milliard d'euros. Les grandes institutions publiques mettront 2 milliards d'euros. Le privé mettra 3 milliards d'euros. L'objectif à terme, c'est 20 milliards. Alors voilà, c'est avec 6 milliards dans cette société d'économie mixte, on pourra lever 20 milliards qui nous permettront d'acheter, d'acquérir des immeubles, de construire aussi et de proposer du logement pour les classes moyennes. Donc voilà, Anne Hidalgo qui proposait sur France 3 Paris Île-de-France une société d'économie mixte pour des logements moins chers. Est-ce que c'est une bonne idée? Et vous savez, en 2001, il y avait 36% d'ouvriers et employés dans Paris. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 25%, alors qu'ils représentent 51% de la population totale. Comment est-ce que l'on peut mener une politique qui permet d'avoir à nouveau un Paris où les classes populaires et les couches moyennes du salariat puissent continuer à y vivre, alors qu'il y en a au moins 12 000 qui quittent Paris chaque année, et en même temps préserver l'enjeu écologique de la pleine terre? C'est possible, mais avec une ambition et un volontarisme qui a fait défaut aux 3 mandatures précédentes. Premièrement, quand il y a 110 000 logements vides, il faut mener la bataille pour la réquisition de ces logements vides. Nous demandons qu'un référendum soit organisé sur Paris pour exiger que cette compétence qui est celle du préfet, qui est celle de l'État, puisse revenir à la maire de Paris. Hélas, la maire de Paris a toujours refusé qu'il y ait ce référendum. Nous l'organiserons. D'ailleurs, on va peut-être voir des images de vous en train de mener une action dans le 14e pour dénoncer les logements vides. Vous étiez avec Vicage Dorasso. Réquisition de tous les logements vides, c'est ce que vous dites? Écoutez, vous avez des logements vides, des bâtiments vides, aussi des bâtiments publics et privés, qui sont vides depuis plusieurs années. La loi existe, la loi de réquisition de ces bâtiments vides. Mais par contre, elle n'est pas appliquée. Le préfet s'y refuse, mais la mairie de Paris ne mène pas de bataille. Donc un référendum, si vous demandez l'avis à tous les Parisiens, ils seront d'accord pour que des bâtiments qui sont vides depuis 5 ans, 10 ans, enfin on les réquisitionne et on les transforme en logement social. Et ensuite, sur l'encadrement à la baisse des loyers, il faut mettre un holà, que ça stoppe. Donc mais il faut que la loi pour baisser les loyers, c'est ce que vous dites. En fait, vous avez déjà un cadre d'encadrement des loyers, mais c'est encore une fois le gouvernement qui fixe le loyer de référence. Si la maire de Paris, la mairie de Paris, en tous les cas, moi, et avec Décidons Paris, nous revendiquons que la mairie de Paris doit pouvoir récupérer le pouvoir pour fixer le loyer de référence sur l'encadrement des loyers, ce qui permettrait justement de baisser les loyers, comme la ville de Berlin. Le logement social, on est à 23-24% de logements sociaux à Paris, objectif de 30% d'ici à 2030. Est-ce que c'est satisfaisant? Il faut bien sûr avoir un objectif ambitieux, mais attention, pas d'entourloupe. Le problème, c'est que Mme Hidalgo veut intégrer dans son pourcentage de logements sociaux le logement intermédiaire qui n'est pas du logement social, et ensuite l'accession à la propriété par le biais de l'Office foncier solidaire. Nous soutenons cette proposition-là, mais qui doit pas être... qui déconnecte. On déconnecte le bâti, le bâti du foncier. Le bâti du foncier. Sauf que, avec en plus des clauses anti-spéculatives, nous proposons que ce dispositif-là se substitue au logement privé spéculatif dans les opérations, mais qui ne soit pas comptabilisé dans le logement social. Sinon, on veut vous faire rêver, mais en fait, ce qu'on vous raconte, c'est qu'on va baisser les ambitions dans la production de logements sociaux. Et ça, on n'est pas d'accord. Alors, on va parler un peu d'écologie. Vous avez dénoncé à l'occasion des vœux d'Anne Hidalgo un pari fait pour les touristes et les grandes marques du privé. Le pari d'Anne Hidalgo, c'est un pari où l'on va continuer d'étouffer sous la pollution de l'air, où l'on ramène l'écologie à des petits gestes individuels sans s'attaquer aux problèmes systémiques. Je vous propose d'écouter Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire de Paris. Et on en parle juste après. Il y a de l'urgence à l'action. Anne Hidalgo, elle a montré pendant ce mandat qu'elle n'hésitait pas à agir, parfois même
contre la rationalité électoraliste de court terme, mais parce qu'elle sait que c'est l'intérêt supérieur de Paris. Et ça veut dire que c'est la seule qui peut véritablement porter cette transformation. Mais quand on entend des adversaires, pendant très longtemps, dire que ce que nous faisions n'était pas bien, et maintenant dire que c'était bien, mais que ce n'était pas fait correctement, on pressent que face à l'obstacle, il recule. Face à l'adversité, il recule. Face aux difficultés, il renonce. Or, en matière de transition écologique, il faut prendre des actes forts. Il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire méthodiquement. Elle n'a pas eu du courage, Anne Hidalgo, quand même. Sur quelle position? Sur voilà, la fermeture des voies sur berge, cette volonté de réduire la place de la voiture en ville. Moi, je poursuis le même objectif de la réduction de la voiture dans Paris. Mais il ne faut pas faire le « en même temps ». C'est le « en même temps » de Mme Hidalgo qui est problématique. C'est-à-dire qu'on piétonise les voies sur berge, mais en même temps, on ne fait rien sur la question, par exemple, de la prolifération des voitures VTC. Vous savez que ni la préfecture ni la ville de Paris ne sont capables de savoir combien il y a de voitures VTC, avec les plateformes type Uber, qui roulent à vide pour chercher un client. Et surtout, c'est le fond du problème, c'est que vous avez encore 1 million de personnes qui viennent travailler chaque jour à Paris et qui ne peuvent pas s'y loger. Est-ce que là, on n'a pas une logique complètement absurde d'une métropole qui continue à vouloir être aspirateur à travers un discours sur l'attractivité touristique, alors qu'il faudrait avoir une métropole polycentrique? Quand Mme Hidalgo défend la ville du quart d'heure, je dis, mais le problème, c'est que il ne faut pas limiter ça au Paris du quart d'heure. C'est-à-dire que vous ayez à un quart d'heure, votre logement, votre emploi, vos services publics, qui est une bataille sur la réduction des déplacements subis domicile-travail, que nous ne cessons de porter depuis des années. Il faut permettre que tous les citoyens et citoyennes qui vivent dans la métropole soient dans ce rapport du droit à la ville du quart d'heure. Or, Paris fonctionne trop à l'intérieur de ses frontières du périphérique comme le super, empire qui se moque de ce qui se passe à côté. Il faut faire quoi? Il faut faire une nouvelle ligne de métro? Bon, il y a un Grand Paris Express qui... Il faut avoir une solidarité de coopération de territoire avec les autres municipalités et se dire qu'il faut arrêter de vouloir être attractive et concurrencer à chaque fois pour héberger les sièges des grosses entreprises. Et se dire, s'il y a un excédent en emploi dans Paris, il faut permettre aux autres villes de pouvoir se développer. Et il faut permettre surtout à tous celles et ceux qui travaillent sur Paris de vivre sur Paris. Et donc penser aussi à nos agents de nettoyage, à ceux qui font de la sécurité, à nos pompiers, à nos policiers, à nos instituteurs, à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, que toutes ces femmes et ces hommes qui participent à la vie de Paris puissent y vivre. Et donc ne pas penser simplement à Paris des riches et des touristes. Sinon, vous pouvez bien verdurer nos places, ce qui est faux, parce que vous avez vu les places végétales qu'elle nous a vendues sur la place Gambetta ou sur Bastille. Il y a peu de végétal. Mais non, ça va se terminer par du pot en plastique où on mettra un petit arbre. Enfin, c'est pas ça l'écologie. Là, l'enjeu, c'est d'avoir une autre conception de la ville. Alors, l'actualité politique cette semaine, c'est aussi le ralliement de Pierre-Yves Bournazel à Benjamin Griveaux, rapprochement officialisé jeudi dernier, le jour où Benjamin Griveaux a présenté ses vœux. Quelle est votre réaction sur ce ralliement? C'est quand même un non-scoop, parce que quand même, tous les médias ont feuilletonné cette histoire depuis des mois, alors qu'on sait depuis le début que M. Bournazel se ralliera à M. Benjamin Griveaux. Enfin, franchement, on est toujours dans la stratégie de la République En Marche, de tenter d'aspirer une partie des Républicains. Ouais. Bon. Visiblement, ça ne lui donne pas de nouvelle dynamique. Au contraire, ça le plombe peut-être même encore un peu, parce qu'il est à 15% dans le sondage qui est sorti ce matin. Mais oui, parce qu'ils nous font croire qu'ils sont le nouveau monde, mais regardez, c'est toujours les petites magouilles à l'ancienne. Et puis, Benjamin Griveaux, c'est la majorité gouvernementale qui casse les retraites, qui casse le logement à travers la loi Elan. Enfin... Et qui envoie 2 nouvelles ministres, visiblement. Mais oui, parce que visiblement, elles ont peur. C'est un petit peu sauf qui peut du bateau gouvernemental pour essayer de trouver une place à la mairie de Paris. Nous, on aime bien le recyclage, mais enfin, pas celui-là. Benjamin Griveaux, très rapidement, propose un mercredi au vert pour les écoliers. C'est-à-dire que tous les mercredis, les enfants, c'est facultatif, mais pourraient, s'il est élu, aller en forêt de Fontainebleau, de Rambouillet. Oui, très bien. Etc., mais ce qui est dommage, c'est que ses amis élus, quand moi je menais la bataille avec plein de parents d'élèves contre la suppression des colonies de vacances, qui était quand même prévue, et on a sauvé le fait de maintenir les colonies de vacances, ils étaient où ces élus-là? Je les ai jamais vus.
Ils se sont jamais battus n'étaient pour pas cela. engagés dans la campagne. Bah, écoutez, Benjamin Griveaux n'était pas là. Encore. Tous les conseillers de Paris qui aujourd'hui soutiennent La République En Marche étaient bien silencieux sur ce scandale où on allait supprimer les colonies de vacances pour faire 3 millions d'euros d'économies. Alors qu'il fallait au contraire, et nous défendons, donc il faut augmenter les colonies de vacances, augmenter aussi les mini-séjours pour permettre à tous les jeunes, surtout les jeunes des quartiers populaires, de pouvoir partir en vacances et d'avoir justement un autre rapport au vivant, un autre rapport à la nature, ce qui est vraiment pour nous l'enjeu aussi de la bataille des consciences écologiques. Paris, les moineaux reviendront. Oui. C'est votre livre qui sort jeudi. Qu'est-ce qu'on y apprend dans cet ouvrage ? Bien déjà, je pars de cette terrible nouvelle. 70% des moineaux ont disparu. Et c'est important de comprendre pourquoi. Moi, je ne sais pas vous, mais quand j'ai découvert l'information, d'abord, vous êtes submergé d'une profonde tristesse. Vous dites, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Et il n'y a pas de fatalité. On peut faire revenir les moineaux. Il faut donc repenser la ville, et y compris notre mode d'habitat, repenser la préservation de la pleine terre pour permettre aux moineaux de revenir. Mais il faut bien comprendre que c'est bien souvent les mêmes politiques qui chassent les classes populaires et qui détruisent justement le rapport au vivant. Donc dans ce livre, j'essaye à la fois de faire toute une partie fiction. On est en 2024, les citoyens, par référendum, ont réussi à annuler les Jeux Olympiques et on pense la ville autrement. Et donc il y a beaucoup d'optimisme dans cette première partie de livre. Et vous y découvrirez aussi les raisons qui ont fait que dans ces 3 mandatures, on en est arrivé à cette situation. Et donc c'est à découvrir à partir de jeudi dans les librairies. J'ajoute aussi que le programme de votre liste sera connu vraiment à partir de samedi prochain, une fois que toutes les propositions auront été adoptées par l'Assemblée des communs. Merci beaucoup Danielle Simonet d'être venue sur notre plateau. Dans quelques instants, Marine Le Pen est l'invitée de Francis Letellier, mais juste avant, l'essentiel de l'information en région Île-de-France avec Jean-Noël Mirande. Très bon dimanche sur France 3.